Chaque année, une libraire propose à la bibliothèque de mon quartier, enfin pas vraiment la bibliothèque de mon quartier, mais une bibliothèque pour laquelle j'ai travaillé, de montrer les nouveautés littéraires, les livres qui l'ont le plus touché, les livres qu'elle conseille le plus. Et j'ai décidé de cette année de choisir en fait une partie de mes lectures de la rentrée littéraire, donc de septembre, à partir de ses conseils, donc sans forcément avoir lu le résumé ni rien, juste me baser sur ses coups de cœur, les lire et voir ce que j'en pense. Donc j'en ai sélectionné 4, il y en a 3 ici et un que je n'ai pas parce que finalement je l'ai emprunté à la bibliothèque et au bout d'un moment il faut bien le rendre. Donc on va voir ensemble voilà ce que ça vaut, est-ce que finalement il faut se fier à 100% à sa libraire ou pas, et donc si ça vous intéresse, continuez à regarder. Le premier texte dont j'avais envie de vous parler, c'est Avoue que t'en meurs d'envie de Kristen Roupenian. Je pense que c'est ça. Kristen Roupenian, c'est une autrice américaine qui s'est fait connaître grâce à une nouvelle qui s'appelle 4 par 4 personnes, qui a été publiée dans le New York Times il y a un an de cela, il me semble. C'est une nouvelle qui évoque le consentement, mais de manière très subtile, hein, c'est pas vraiment mettre les deux pieds dans le plat, c'était vraiment l'idée d'évoquer le consentement dans une situation qui peut nous paraître banale, mais qui finalement peut être très oppressante pour une femme. Cette nouvelle, en fait, elle a fait un buzz mondial, elle a eu tellement un succès, elle a... Mon imprimante. Cette nouvelle en fait grinçante, elle a fait beaucoup parler d'elle, elle a vraiment choqué une partie de la population américaine et donc elle s'est vue offrir 1 million de dollars, enfin plus d'1 million de dollars je crois, pour écrire la suite, donc d'écrire d'autres nouvelles dans le même genre ou en tout cas dans ce style en fait qui lui est propre. Et le recueil de nouvelles, c'est celui-ci, Avoue que t'en meurs d'envie, donc qui est sorti cette année. C'est un ensemble de nouvelles mais qui ne parle pas forcément que du consentement, en fait ça parle du genre humain en général, de la médiocrité du genre humain surtout, ces personnes toxiques qui nous emmènent vers les bas-fonds, vers la plus mauvaise partie de nous-mêmes. Dans ces nouvelles, elle va, oui bien sûr, parler de personnes toxiques, mais à aucun moment en fait elle va émettre un jugement. Ça va être une écriture qui va être assez neutre, et c'est ça en fait qui va créer ce côté un petit peu grinçant, c'est que elle va les décrire de manière assez neutre, mais en fait ça va choquer parce qu'on va voir petit à petit se déceler cette espèce de petite subtilité grinçante, un peu gênante, un peu voilà malsaine, et ça va se dégager justement par ces non-dits. Parfois ça flirte aussi un peu avec le paranormal, avec des monstres ou des espèces de bestioles, ce genre de choses. On peut l'interpréter comme des métaphores, par exemple les métaphores d'une personne toxique, mais je pense que c'est aussi parce que c'est une autrice qui joue avec les genres. Par exemple, elle a aussi proposé une de ses nouvelles sous forme de conte, et je pense qu'en fait c'est ça aussi qui participe à créer ce côté grinçant qui est propre à son écriture, c'est qu'à chaque fois elle va prendre un genre, elle va le triturer, et au final en fait c'est en apportant un décalage qu'on va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui cloche, et que donc c'est ça qui va nous mettre en regard ces choses qu'elle veut révéler sur le genre humain. C'est un style très moderne, très simple à comprendre, c'est souvent le cas je trouve pour la littérature américaine contemporaine, sans mauvais jugement. J'envisage d'ailleurs de vous lire quelques-unes de ces nouvelles sur Twitch, parce que je trouve que c'est facile à entendre, et je pense que ça serait intéressant de vous en proposer les lectures pour l'anniversaire du mouvement MeToo. Je vais vous mettre un sondage juste ici, dites-moi si jamais ça vous intéresse que je vous en fasse la lecture. C'est un récit qui est assez immersif, on va tout de suite plonger dans la psychologie des personnages, il n'y a pas tant de dialogue que ça, donc vous allez très vite vous prendre au jeu qui est proposé par l'auteur. J'ai eu un gros coup de cœur notamment pour une des nouvelles qui s'appelle Un mec bien, qui est d'ailleurs la nouvelle la plus longue du recueil. Ce recueil m'a plutôt plu, je trouve que les propositions, la façon dont l'autrice amène le texte est très bien engagée, c'est très vite immersif, on est très vite plongé dans son écriture, dans sa plume, ça se dévore assez facilement, donc ça fait à peu près 250 pages, mais franchement vous les voyez pas passer, pardon 350 pages, mais vous les voyez pas passer, et le fait en fait que ça soit scindé en petites nouvelles, c'est vraiment facile à lire au quotidien, donc je vous le conseille fortement. Après, si vous êtes avide de jolis mots, de belles plumes, etc., si c'est plutôt ce genre de choses qui vous attire en littérature, je pense pas que ce sera quelque chose que vous allez forcément ressentir chez cette autrice, en tout cas personnellement ça n'a pas été le cas, mais je pense que ça peut quand même vous plaire dans le sens où c'est un recueil qui divertit bien, qui est assez intéressant à lire, et puis qui quand même est intéressant à découvrir juste par curiosité pour comprendre en fait pourquoi cette autrice elle a dérangé autant de personnes aux États-Unis. Elle a un genre un peu spécial, donc c'est assez intéressant à lire et je vous le conseille. Le second que j'ai voulu sélectionner, donc qui a été sélectionné à l'origine par ma libraire, mais que j'ai choisi, c'est Tous tes enfants dispersés de Beata Oumoubiei Meres. Donc j'ai perdu la jaquette,
enfin elle est quelque part dans mon lit, j'ai trop la flemme d'aller la chercher. Mais à l'origine en fait il y a une jaquette orange avec une femme, en fait le portrait de l'autrice sur la couverture. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je pense que si vous êtes un peu curieux de la rentrée littéraire, des actualités littéraires, vous n'avez pas pu passer à côté de ce texte. Je l'ai vu partout. Elle n'a pas reçu de prix, mais en tout cas il a été très bien accueilli par le public et par la critique. On parle d'ailleurs d'elle comme une voix montante en fait dans la sphère littéraire. A l'origine, elle s'est fait connaître pour un recueil de nouvelles qui s'appelle Héros et les Ardesses, pour laquelle elle a reçu de nombreux prix, mais il me semble que ça c'est son premier roman. Cette fois-ci elle revient avec quelque chose de l'ordre de l'intime, presque de l'autobiographie. On ressent clairement qu'elle avait ce besoin de partager son histoire, et ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Blanche, qui décide de partir de son pays, le Rwanda, pour fuir le génocide Tutsi. Là-bas, elle va laisser son frère qui est parti à la guerre, sa mère, sa famille, ses racines, tout simplement parce que, à la différence des autres personnes de sa famille, elle est blanche, elle est issue d'un métissage. Et c'est cette couleur de peau qui va lui permettre de partir, puisqu'elle peut se faire passer pour une rescapée, une européenne qui retourne au pays pour fuir la guerre. Cette immigration va lui faire ressentir un sentiment de culpabilité. Elle va culpabiliser d'être partie, d'avoir laissé sa famille et ses proches là-bas, de vivre une autre vie en France, puisque maintenant elle a un mari, en tout cas un conjoint, et elle a un fils métis qui ne connaît rien de ses origines, et finalement elle se sent déracinée et en même temps coupable, sans pouvoir clairement reprendre contact avec sa famille de là-bas. Un jour elle décide de retourner voir sa mère, Immaculata, je ne saurais pas trop comment dire, et c'est en revoyant cette femme qui pendant des années s'est enfermée dans un mutisme et a refusé de lui parler, peut-être parce qu'elle lui en voulait, et bien c'est en redécouvrant sa mère qu'elle va commencer à faire, que ses sentiments vont commencer à refaire surface, et qu'elle va commencer à prendre conscience, à ressentir émerger en elle toute la souffrance que ça a pu provoquer pour elle, ce déracinement, cette immigration et du coup cette guerre. Cette question de la culpabilité, dans la notion d'exil et donc cette idée du déracinement, elle est très présente cette année dans la rentrée littéraire, que ce soit dans la sélection de ma libraire ou bien dans mes lectures personnelles, notamment avec le ghetto intérieur de Santiago Amigorena, dont j'ai fait une revue, je vous la mets en barre d'infos si jamais vous êtes curieux. Je pense que c'est un sujet qui fait vraiment sens aujourd'hui, ça traduit une volonté de raconter, mais de raconter de manière différente en fait. On raconte pas le phénomène en soi, on raconte pas cet épisode choc, mais on raconte en fait l'après, comment se reconstruire et comment exister aujourd'hui. Donc finalement c'est un récit de l'héritage, de la transmission que nous offre à voir Beata. Pour pouvoir retranscrire cette idée de la transmission, elle va choisir de parler à travers la voix de plusieurs protagonistes. Blanche, Immaculata, donc la mère de Blanche, mais aussi son frère, son fils et son conjoint. Chacun, en tâtonnant, va essayer de reconstruire ses liens, de reconstruire cette lignée et de se reconstruire aujourd'hui avec cet héritage. C'est vraiment un très beau roman que je vous conseille fortement. Je l'ai apprécié avec difficulté au départ parce que c'est une écrivaine qui va vous plonger directement dans le récit, mais elle a une écriture très sensible, très pudique, donc finalement elle ne va pas vous décrire la douleur comme ça, elle va vous le raconter par des détails, par des sensations, et c'est vrai qu'au début on a du mal à s'immerger dans le texte parce que finalement on n'a pas les codes qu'elle nous offre, puisqu'elle nous plonge tout de suite dans le récit. Mais petit à petit en fait on arrive à comprendre sa sensibilité, on arrive à comprendre qui sont les personnages, on arrive à avancer, à tâtonner en fait à travers le récit de cette famille. Et c'est vraiment très beau, une plume vraiment sensible, vraiment intéressante que moi aussi je considère comme majeure. Donc je pense que c'est un récit à lire, peut-être à voir, à suivre pour la suite et à voir en fait ce qu'elle va nous donner pour la suite de ces textes. On va parler d'un texte que je n'ai pas sur moi parce que je l'ai déjà rendu à la bibliothèque, mais je vous insérerai une image juste ici. J'en ai déjà fait la revue sur Instagram, mais vous ne me suivez pas forcément tous sur ce réseau, donc c'est pour ça que je trouvais bien quand même d'en reparler ici. Ça s'appelle Ni poète ni animal de Irina Teodorescu. Irina Teodorescu, c'est une écrivaine d'origine roumaine mais qui tient la plume en français. C'est quelque chose qui m'avait intéressée chez elle parce que j'étais curieuse de découvrir la littérature contemporaine roumaine. C'est pas un genre que je côtoie forcément, et puisque elle-même parle de la Roumanie, elle était porteuse en fait de cette voix, de cette forme de littérature. De quoi ça parle? En fait ça raconte l'histoire d'une jeune femme, la trentaine d'années je dirais, qui roule en fait en France. Donc elle est dans sa voiture, elle est un peu préoccupée, elle roule, elle est dans ses pensées, elle est perdue dans ses pensées. Et puis elle tombe sur un rond-point, et ce rond-point qu'est-ce qu'elle voit? Les gilets jaunes, donc c'est vraiment très actuel. Elle tombe sur les gilets jaunes, elle tombe sur cette révolution qui finalement lui en rappelle une autre, une qui est beaucoup plus lointaine, qu'elle a vécue beaucoup plus jeune en fait, quand elle était vraiment enfant, et c'était cette révolution donc, qui s'est passée en Roumanie, que peut-être ma génération n'ont pas vécu, mais par exemple que les générations antérieures, et notamment la femme qui va présenter ce livre, a vécu à travers la télévision, à travers voilà, les images chocs qui ont été présentées. J'ai pas les détails, mais bon, voilà. Cette révolution qui va faire écho à une autre, ça va lui rappeler son moi de petite fille, ça va lui rappeler sa mère, ça va lui rappeler sa grand-mère, et à travers en fait son regard d'enfant, elle va nous
raconter comment en fait, comment on vit en fait une révolution, comment on vit cette période-là, comment on vit le communisme. Pas des détails simples comme par exemple les échanges de savon contre des petits pains, l'arrestation de sa grand-mère, poème écrit à sa camarade maîtresse. Elle va chercher à nous replonger dans ses souvenirs, dans sa mémoire à travers 3 générations de femmes, donc elle-même enfant, sa mère et sa grand-mère. Donc comme ces 3 générations différentes, on va pas avoir le même regard. La jeune fille, elle va avoir des mots d'enfant, elle va avoir cette naïveté, cette incompréhension finalement des enjeux réels de cette révolution. Sa mère, elle va être vraiment dans une optique beaucoup plus militante. Elle va tout le temps là écouter des cassettes et pas écouter des cassettes mais enregistrer en fait des cassettes qu'elle veut envoyer de l'autre côté à une amie qui s'est échappée. Finalement ces cassettes souvent elle ne les envoie pas mais elle a ce souci en fait de raconter, de se souvenir et donc finalement c'est un peu engagé de se positionner telle qu'elle. Sa grand-mère au contraire elle est plus en train de tomber vers la folie, on ne sait jamais vraiment sur quoi elle se positionne, est-ce qu'elle a conscience de ce qui se passe ou pas, elle a été arrêtée par la Gestapo, enfin c'est un personnage un peu sombre, un peu voilà dans une tranche d'âge où on ne sait pas vraiment où la positionner. Et donc ça raconte un peu comment en fait voilà cette souffrance, ce vague à l'âme peut naître d'une révolution. On le ressent clairement chez le personnage de la grand-mère, moins chez les personnages, les autres protagonistes, mais finalement 30 ans plus tard ou peut-être 15 ans plus tard, cette jeune femme elle se souvient et quand elle se rappelle de ça, c'est ça qui en sort d'elle, c'est ce vague à l'âme. Moi ce texte j'avais beaucoup d'attentes et je pense que c'est pour ça qu'il m'a déçue. Premièrement, j'avais beaucoup d'attentes par rapport à son écriture parce que c'est une femme en fait qui joue avec les mots. On voit qu'elle s'amuse, on voit qu'elle joue avec les expressions, qu'elle tire les ficelles de la langue française et c'est vraiment intéressant. Malheureusement, le format m'a empêché en fait de profiter à mieux de son style. Comme on est sur une pluralité de voix mais aussi d'époque, en fait je me suis un peu éparpillée. Chaque protagoniste a vraiment sa personnalité propre et du coup j'arrivais pas forcément à me situer. Pourtant vous voyez bien que Ni poète ni animal c'est un petit peu la même prose que Tous nos enfants dispersés. Donc vous voyez c'est vraiment une question de style. Avec Beata ça m'a vraiment convenu, avec Irina j'ai pas réussi à me projeter et du coup je me suis perdue et j'ai pas réussi à ressentir ce que j'aurais aimé ressentir. Mais je pense que c'est parce que j'ai été beaucoup tissée par la libraire que j'ai eu beaucoup d'attentes à cause de ça, surtout par rapport à ce que j'avais lu en extrait et finalement voilà ça m'a pas plu. Bon, en tout cas ça n'a pas su me toucher mais ça n'enlève pas au texte que c'est un très beau récit. Si le résumé vous a convaincu n'hésitez pas à l'essayer. Et enfin on termine par un dernier recueil, donc Ce que je suis, qui encore une fois va parler en fait de l'exil. Donc vous voyez que c'est vraiment un thème récurrent cette année et je pense que c'est aussi un thème qui touche particulièrement ma libraire. C'est un premier roman pour Olivier Dorchamps, donc qui raconte ce que je suis. C'est un auteur franco-britannique mais qui va écrire en français, je ne pense pas que ça soit traduit. Olivier il va raconter l'histoire de Marwan, un français qui a vécu toute sa vie en France, mais dont le père lui ne se considère pas français, puisque lui il a émigré à Paris pour donner à sa famille un ailleurs, une possibilité d'ailleurs en tout cas. Et malgré le fait que tous ses enfants se sentent vraiment intégrés et français, et bien lui quand il décède, et bien il décide de se faire enterrer à Casablanca et pour Marwan ainsi que pour ses frères et sœurs, il le considère vraiment comme une trahison parce qu'ils s'éloignent de leur famille, en tout cas ils considèrent comme leur conception de la famille pour aller retourner sur ses terres d'origine, sur son pays natal qui est le Maroc. C'est Marwan qui va être choisi pour accompagner le cercueil en avion et toute sa famille va le suivre en voiture. Et durant cette traversée, il va être accompagné du meilleur ami du grand-père de son père. Et à travers ce premier protagoniste, puis ensuite à travers sa grand-mère, il va découvrir son histoire, découvrir l'histoire de ce pays qu'il connaît si mal. Il va en fait être ramené à ses racines finalement et il va comprendre ce lien qui le porte malgré lui vers le Maroc. Encore une fois, le récit va être découpé, il va être segmenté en plusieurs protagonistes, mais c'est plus cette fois-ci une question d'époque, parce que c'est vraiment une narration, c'est des personnages qui vont raconter, qui vont tirer une histoire, on est loin vraiment des personnalités propres, c'est plus un récit qui va être déroulé et qu'on va récupérer par bribes entre le moment actuel où il enterre et le moment en fait où il va revivre l'histoire de son père à travers des membres de sa famille. Personnellement, j'ai beaucoup aimé cette histoire, je pense qu'au niveau du style, c'est un des textes parmi lesquels j'ai été le plus en phase, j'aime beaucoup l'écriture de cet auteur. Je trouve qu'il a une écriture très sensible, très pudique, il a une façon d'exprimer la souffrance que j'ai trouvé vraiment très belle et très appropriée pour raconter ce texte, en tout cas ce récit. Et malgré le fait que ça ne soit pas une autobiographie, enfin clairement cet homme n'est pas marocain, mais malgré cela, il a une manière de raconter qui rend les choses en fait recevables et qui ne transforme pas l'histoire en des protagonismes, enfin des personnages de fiction pure et dure. On peut se sentir concerné si on a vécu quelque chose de similaire. Il vient pas en fait détruire en fait une histoire qui peut vraiment concerner certaines personnes. Quand je lis un texte, je vais toujours écrire dans la première page
les thèmes que ça m'appelle, surtout pour des remèdes littéraires à venir. Donc je pense que c'est un peu highlight pour que vous voyez, mais ici si je devais le caser dans une case pour un remède littéraire, je le mettrais vraiment dans l'idée de la résilience, dans l'idée d'accepter, de ne pas avoir de regrets dans la vie. Ne pas avoir des regrets pour les choses qu'on n'a pas fait, pour les choses peut-être que notre famille n'a pas fait, ou peut-être ne pas avoir des regrets pour ce qu'on est, s'accepter comme on est, pour ce qu'on est, pour ceux qui nous définissent. Et donc c'est ce qui conclut mon test finalement des lectures proposées par ma libraire. Qu'est-ce qui en découle? Donc c'est la deuxième année que je fais ça. L'année dernière j'avais aussi lu quelques-uns des textes qu'elle avait proposés et parfois ça fonctionne, parfois ça fonctionne pas. Vous voyez qu'il y a des textes que j'ai aimés, d'autres que j'ai pas aimés, d'autres que j'ai appréciés mais pour lesquels j'ai pas eu de coup de cœur. Et donc ce que je voulais en tirer de cette vidéo, c'est que parfois en fait on fait confiance à des reviewers, on fait confiance à des booktubers, des bibliothécaires, des libraires, nos amis, etc. Mais notre lecture, notre façon de percevoir la lecture, elle nous est propre. Donc même si moi un jour je vous ai dit que par exemple celui-là je l'ai pas aimé, bon c'est pas le cas mais c'est pour vous donner un exemple, eh bien ne vous fiez pas forcément à mon avis, en fait tout est une question de perception et donc je vous encourage vraiment en fait à aller au-delà en fait des préjugés que peut vous apporter une personne ou bien que vous pouvez avoir vous-même, parce que parfois on est très surpris. Poète ni animal, c'était le texte que j'avais eu envie de lire en priorité et pourtant c'est celui qui m'a déçu. Et quand je suis allée par exemple vers celui-ci, c'est pas forcément un texte vers lequel j'avais envie d'aller et pourtant c'est celui qui m'a le plus plu. Donc vous voyez, c'est vraiment une question d'affinité et parfois en fait il faut aller au-delà de ce qu'on peut avoir comme idée reçue pour pouvoir apprécier un récit. Pareil pour un genre, parfois en fait vous pouvez apprécier un genre, d'autres non, et parce que en fait vous êtes accolé à une étiquette sur un genre, vous allez jamais essayer de vous diriger vers ça. Par exemple, il y a beaucoup de personnes qui ont des préjugés sur les classiques en littérature ou bien sur les romans graphiques, la BD, etc. parce qu'ils considèrent que c'est un genre autre, un genre en dessous de la littérature classique. Mais pourtant en fait quand on va derrière ces préjugés, on peut parfois, même souvent, avoir des beaux coups de cœur. Donc je vous invite en fait à surpasser en fait ces idées que vous pouvez avoir, qui peuvent vous être apportées par vous-même ou bien par d'autres, et donc à découvrir ces livres. Pourquoi pas d'ailleurs ceux que je vous ai présentés pour cette rentrée littéraire. D'ailleurs dites-moi en commentaire si vous en avez lu certains, si vous avez, comment dirais-je, si vous les avez appréciés, et aussi un livre que vous a conseillé votre libraire ou votre bibliothécaire ou bien votre instagrammeur ou booktuber favori et que vous avez vraiment apprécié, ou bien encore une fois la personne pour qui vous avez totalement confiance sur les goûts en termes de lecture. Oui, j'ai plus de batterie. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux pour avoir un peu plus de contenu livresque, partager un peu plus de contenu livresque avec moi. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous embrasse. Ciao!